Bonjour. Alors, pour information, donc Global Bioénergie, c'est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à faire un procédé assez original, c'est-à-dire de converser des ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. Donc, Marc, vous allez nous expliquer un petit peu quelle est l'activité de Global Bioénergie. Merci de cette question et de cette introduction. Donc, Global Bioénergie, c'est une société qui effectivement a pour objet de convertir les ressources renouvelables, c'est-à-dire le sucre, les céréales, les déchets agricoles et forestiers, la paille et les copeaux de bois, donc toutes ces ressources végétales, il s'agit de les convertir en produits chimiques d'intérêt industriel pour faire des matériaux, les plastiques, les caoutchoucs et des carburants. Alors c'est une activité qui est la biologie industrielle qui a en fait des décennies d'histoire, depuis le début de la microbiologie, depuis Louis Pasteur, à la fin du 19e siècle, on s'intéresse aux micro-organismes parce qu'ils peuvent produire, ils permettent de produire des composés intéressants pour l'homme. Mais ça fait seulement une quinzaine d'années que des sociétés comme nous, ou des groupes industriels déjà établis, investissent vraiment de l'argent massif pour mettre en configuration industrielle des procédés qui visent les grandes molécules de la pétrochimie. Donc, pourquoi 15 ans 15 ans, parce que c'est à peu près le moment, il y a 15 ans, où on a commencé à vraiment toucher du doigt la fin du pétrole. Aujourd'hui, il y a des hauts et des bas. Le pétrole a baissé sous l'influence du pétrole de schiste, mais on ne sait pas si le pétrole de schiste, qui n'existait pas il y a 5 ans, existera toujours dans 5 ans. En tout cas, il y a toujours ces mêmes questions sur la finitude des ressources fossiles, et puis aussi sur le fait que les ressources fossiles, elles induisent le réchauffement climatique. Bref, en tout cas, cette question de la biologie industrielle, cette utilisation de la biologie industrielle est un peu au centre des préoccupations. C'est un des piliers de la transition énergétique. Vous transformez en fait l'or noir en or vert, on peut dire ça. C'est une démarche écologique. L'or vert en or noir. Voilà, c'est ça l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans la continuité des filières. Il ne s'agit pas de faire des nouvelles molécules, il ne s'agit pas de faire des nouveaux matériaux qu'il faudrait valider, pour lesquels il faudrait faire mettre en place des nouvelles infrastructures. Il s'agit de faire les mêmes molécules que celles issues de la pétrochimie, mais différemment, à partir d'autres ressources, à partir de ces ressources végétales qui sont, elles, associées à une pérennité complète. Donc, grâce à ce procédé, vous allez faire transformer ces molécules. Ça va devenir donc des termes un peu barbares, pour un néophyte, donc isubutène, propylène, butadiène, et ça va devenir en fait donc du plastique, du caoutchouc, du verre organique, du vernis, du carburant. Donc c'est un marché énorme, l'activité sur laquelle vous êtes. Oui, ce sont des marchés en dizaines de milliards de dollars. La petite liste de molécules dont vous parlez, c'est en fait le cœur de la pétrochimie. C'est une famille de molécules qui s'appelle les oléfines gazeuses. Donc, ce nom n'est pas très connu, mais les membres de cette famille, pour certains, sont connus. On parle de l'éthylène, dont on fait le polyéthylène. Le polyéthylène, c'est le plastique d'emballage. On parle du propylène, dont on fait le polypropylène, c'est le plastique des voitures, c'est le plastique un peu durable des téléphones. Et puis le butadiène, l'isobutène. Donc ces molécules ont des marchés en dizaines de milliards de dollars. C'est le cœur de la pétrochimie. Nous, on les produit à partir de ressources végétales. En fait, c'était une idée un peu folle au départ. C'était l'idée qu'a eu mon partenaire Philippe Marlière, qui est un scientifique visionnaire et d'une créativité reconnue par toute la communauté scientifique. Et donc Philippe Marlière avait l'idée qu'on pourrait apprendre à des micro-organismes à fabriquer ces molécules. Dans la nature, ils ne les fabriquent pas. Il y a plein de bonnes raisons. C'est des gaz, en fait, ces molécules. Donc, si vous êtes une bactérie, que vous convertissez vos ressources en gaz que vous n'allez pas pouvoir garder en vous, que vous n'allez pas pouvoir tenir, vous allez perdre vos carbones, vous allez être balayé par l'évolution. Donc, les micro-organismes ne veulent pas produire ces molécules. Et nous avions le projet de les forcer en réécrivant leur logiciel, en modifiant leur ADN, en utilisant une nouvelle forme de génie biologique, un des volets aujourd'hui de ce qui s'appelle la biologie synthétique. Bref, une innovation de rupture qui nous permettrait d'apprendre aux micro-organismes à fabriquer ces molécules. Donc on a franchi un certain nombre d'étapes. On a d'abord levé de l'argent en capital risque pour établir la preuve de concept. Donc 3 millions d'euros qu'on a obtenus de Seventure, qui est le fonds de capital risque de BPCE, Banque Populaire Caisse d'épargne. Donc 3 millions d'euros. Ces 3 millions d'euros, on les a utilisés pour faire
la preuve de concept. C'était une idée théorique. On a apporté des validations expérimentales en laboratoire. On a fait les premiers prototypes. Donc c'était des espèces de fermenteurs, fermenteurs de 1 litre sur des paillasses qui contenaient nos bactéries, et des bactéries modifiées. Et quand on mettait du sucre dans ces fermenteurs, ça produisait un petit peu d'isobutène. On a signé nos premiers accords industriels. Et puis en 2011, la boîte était toute jeune, elle n'avait que 2 ans et demi. On a introduit la boîte en bourse d'une façon assez atypique, assez précoce dans l'histoire de la société. C'est-à-dire, rappelez-nous un petit peu comment c'est passé. En fait, nous, on avait une proposition d'un grand fonds de capital risque américain pour faire un deuxième tour de table, où là, il s'agissait non plus d'établir la preuve de concept, mais de convertir ces premiers prototypes en procédés qui fonctionnent bien dans le laboratoire. Et on a mené ces discussions avec cet investisseur américain de front avec ce projet d'investir la boîte en bourse. Alors une introduction en bourse, classiquement, ça ne peut pas se faire trop tôt. La société doit déjà être assise sur une certaine crédibilité. Nous, on avait ces preuves de concept, on avait un peu de validation, on avait des premiers accords industriels. Et puis, on se demandait si c'était trop tôt ou pas. On s'est finalement lancé, on a choisi cette piste. Et puis, ça a très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'on a eu un soutien, une souscription importante des fonds d'investissement institutionnels. On avait 6 millions d'euros. Et on avait les particuliers qui avaient mis aussi 7 millions d'euros. Et ça, c'était important pour nous d'avoir sur un sujet aussi important pour notre société, d'associer les investisseurs particuliers très tôt dans l'histoire. Ça nous semblait important. Donc ces 2 volets ont marché. Et puis on a même eu un 3e volet un peu surprise. On a eu un industriel, Cristal Union, qui est le numéro 2 français du sucre. C'est le sucre Daddy, vous savez, les paquets roses, qui a investi 1 million d'euros dans la société à l'occasion de l'introduction en bourse et qui, depuis, a investi plusieurs autres millions. C'est un acteur aujourd'hui important. Quelles sont les prochaines étapes, justement, là, on a l'actionnariat, donc pour les actionnaires qui seraient intéressés par votre société ou qui sont déjà actionnaires de Global Bioénergie? Alors peut-être je poursuis un peu l'historique. Donc on a fait notre introduction en bourse, c'était pour développer le procédé à l'échelle du laboratoire. En 2013, on s'est retrouvé avec un procédé qui fonctionnait bien dans des fermenteurs qui étaient hauts comme ça. Et on produisait à l'échelle du kilogramme cette première molécule qui nous a intéressé, l'isobutène, dont on fait des caoutchoucs, des plastiques et des carburants. Donc très bien, c'était un fait de laboratoire, un grand accomplissement. Nous, on était très fiers de nous. Il restait encore quand même beaucoup de chemin. Il fallait continuer à améliorer les performances de ce procédé. Et surtout, le sortir du laboratoire et l'emmener dans un environnement industriel. Donc on a fait un nouveau tour de table, 23 millions d'euros cette fois-ci, qui a été sursouscrit lui aussi. On a aussi obtenu le soutien des pouvoirs publics français, Investissement d'avenir, qui a investi 5 millions d'euros sur ce projet, pour faire un pilote industriel dans un environnement sur le site de Pomacle-Bazancourt, qui est le premier site agro-industriel d'Europe, situé près de Reims. Et on se retrouve... Alors là, justement, donc là, mi-novembre, vous avez annoncé ce premier essai qui a été réussi, donc de la production d'isobutène, donc dans son pilote industriel. Donc parlez-nous un petit peu de cette phase. Alors effectivement, quand on lit le communiqué de presse, ça paraît tout simple. Ah bon, ils ont fait ce qu'ils ont dit, c'est bien, on les félicite. La réalité, c'est que ça a été une immense aventure. Donc depuis juillet 2013, le moment où on a démarré ce sujet-là, où on a levé des fonds et obtenu le financement d'investissement d'avenir, il s'est passé presque 18 mois. Et c'était 18 mois qui ont été extrêmement intenses pour la société. On est tous un peu sur les rotules. Parce que ça nous a imposé un changement de culture, d'une société de R&D dominée, et en fait dans laquelle il n'y avait essentiellement qu'une activité de laboratoire. On s'est retrouvé face à des questions, à des problématiques d'industriels. Alors la société, on l'a d'abord staffée. On a notre vice-président pour le génie chimique, c'est l'ancien directeur technique de Dupont, donc quelqu'un de très très senior. Donc on n'a pas improvisé, mais il n'empêche qu'on s'est retrouvé dans des problématiques de dilatation de métaux, de soudure qui marche ou qui casse, de questions de sécurité, avec des réunions de sécurité tous les jours pendant plus d'1 mois. C'était pour nous un peu comme le décollage d'une navette spatiale.
à notre échelle. Hein. Et donc, on a finalement appuyé sur le bouton du démarrage de ce test il y a maintenant 2 semaines environ. Et on a vu pour la première fois de l'isobutène, notre molécule, être produite ailleurs, de l'isobutène biologique, être produit ailleurs que dans nos installations de R&D. Alors là, justement, quelle est la prochaine étape après? Une fois que ça marche, donc dans ce pilote industriel fonctionne, c'est quoi après? Qu'est-ce qui se passe? C'est la commercialisation? Alors, nous, on a toujours vu devant nous les 2 prochaines étapes. Donc, jusqu'à présent, c'était ce pilote, très clairement, très matériellement, physiquement, et puis un deuxième pilote derrière, 10 fois plus gros, qu'on va installer en Allemagne sur une raffinerie, une des plus grandes raffineries allemandes qui s'appelle Leuna, qui appartient à Total d'ailleurs, pour faire ce pilote 10 fois plus grand et avec un autre environnement. Le pilote français, il est dans un environnement de l'amont, agro-industriel, betteraves, céréales. Ce pilote en Allemagne, il va être dans un environnement de l'aval, raffinerie, génie chimique. On travaille là-bas avec Linde, qui est le Air Liquide français, Air Liquide allemand. Donc, c'était jusqu'à présent nos deux étapes prochaines. Maintenant, ce premier pilote de Pomac, il est déjà un peu dans le rétroviseur. Évidemment, il va se passer plein de choses, mais la phase héroïque est déjà derrière nous. Maintenant, les choses tournent en routine et on va apprendre beaucoup de choses et continuer à apprendre beaucoup de choses. Les 2 prochaines étapes, c'est Leuna, donc ce pilote allemand, qui va ouvrir dans moins de 18 mois. Donc c'est vraiment notre projet de court terme. Et puis derrière, on voit déjà se profiler la première usine de pleine taille. Alors ça ne va pas être notre usine, hein. Notre business model, c'est de concéder des licences sur notre technologie sur la base des résultats des pilotes. Il faut des résultats de classe de nature industrielle pour pouvoir concéder des licences. Donc cette première usine, on va la concéder à des industriels. On a aujourd'hui les discussions autour de la table qui parlent de ça, qui parlent de l'investissement de 100 millions d'euros qu'il va falloir faire pour exploiter cette usine de X dizaines de milliers de tonnes. La mayonnaise est en train de prendre, ça va prendre encore du temps, mais il n'est pas exclu que d'ici fin 2015, on signe cette première usine. Après, il faudra 2 petites années pour que cette signature se transforme en une usine et qu'il y ait une bouteille de champagne qui aille s'écraser sur la grille. Derrière, une fois qu'on aura cette première usine en marche, pour peu que la Terre tourne dans le bon sens, c'est-à-dire le bon sens pour nous, ça veut dire que le prix du pétrole aille plutôt vers le haut, que le prix des matières agricoles aille plutôt vers le bas, ce qui est la tendance naturelle, pour peu que cet environnement des marchés continue à évoluer dans le bon sens, on imagine pouvoir déployer la technologie à extrêmement grande échelle. On s'imagine être une des pièces importantes du puzzle de la transition énergétique qui est en train de se mettre en place. On ne dit pas qu'on va tout faire, hein. On dit juste que la biologie industrielle, c'est un des 3 piliers de la transition énergétique avec l'éolien et le solaire, et que dans ce domaine de la biologie industrielle, on est aujourd'hui un des acteurs importants. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas vraiment de leader, c'est un domaine nouveau, hein, 15 ans, je vous l'ai dit. C'est un peu l'aviation en 1910. Il y a plein de gens qui disent plein de choses. Il y a des gens qui font des hydravions, il y a des gens qui font des biplans. Ça paraît être le sujet, ça paraît être que des bonnes idées, mais finalement, ce n'est pas ça qui va marcher. Ce qui va marcher dans l'aéronautique, c'est ce qui arrive à se déployer à grande échelle. Et nous, notre procédé, il a été calculé dès le début pour pouvoir se déployer à grande échelle parce qu'il met ses chaussures dans les empreintes de la pétrochimie. C'est les mêmes molécules, ça nécessitera les mêmes infrastructures, il n'y aura pas de changement nécessaire de toutes ces 100 ans d'investissement qui ont été faits dans ce domaine-là. Donc peut-être que c'est nous qui allons avoir raison, et peut-être qu'on a les cartes en main pour devenir le leader de ce domaine de la biologie industrielle qui est amené à prendre un essor important au XXIe siècle. Je propose des petites questions. Il nous reste encore quelques secondes. Est-ce que vous avez des questions dans l'Assemblée ? Bonjour. Je voudrais savoir à partir de quel niveau de prix du pétrole votre technologie est rentable à grande échelle ? Alors c'est une question difficile parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement le prix du pétrole, c'est le ratio entre le prix du pétrole et le prix des ressources agricoles. Et ce ratio, aujourd'hui, il nous permettrait d'être rentable déjà dans les conditions actuelles de marché pour la partie matériaux, c'est-à-dire les plastiques et les caoutchoucs qui ont un prix de 2 ou quelques dollars par kilo. En revanche, pour la partie carburant, il nous faudra un pétrole environ à $120 au prix actuel des matières renouvelables.
Mais les carburants ont un environnement fiscal particulier. Aujourd'hui, personne n'est rentable dans les biocarburants. Pourtant, il y en a. Et les gens ne sont, en fait, cette activité n'existe. Les gens n'arrivent à atteindre la profitabilité que parce qu'il y a des avantages fiscaux et des subventions. Donc, on serait dans le même bain que les autres. Et nous, notre point de rentabilité, sans ces subventions et avantages fiscaux, serait de $120 le baril. Excusez-moi. Vous pensez tourner sur les sous-produits de la raffinerie, c'est-à-dire les produits inutilisables comme les gélatines, les produits non recyclables, ou est-ce que vous tournez quand même sur des produits déjà valorisés? Alors, nous, le procédé, il est taillé pour être versatile, c'est-à-dire pour pouvoir utiliser les ressources dites de première génération, c'est-à-dire le sucre issu de blé ou le sucre issu des betteraves. Et ça, c'est la première génération. Pour nous, les premières unités seront très probablement utiliseront très probablement ces matières. Maintenant, on travaille déjà à utiliser des ressources de deuxième génération, c'est-à-dire les sucres issus de la paille ou des copeaux de bois. Donc, les copeaux de bois et la paille contiennent de la cellulose. Et la cellulose, ce n'est rien qu'un polymère de glucose, de sucre. Donc on travaille déjà là-dessus. La betterave aussi, en fait, le produit noble, c'est le sucre, mais tout ce qui ne cristallise pas, c'est la mélasse. Et nous, c'est la mélasse, bien entendu, qu'on utiliserait. Donc bien entendu, on est très conscient de cette problématique de ne pas utiliser des ressources alimentaires pour ne pas peser sur les cours, mais d'utiliser des ressources qui sont mal valorisées aujourd'hui, telles que les déchets. Et c'est au cœur de nos préoccupations, bien sûr. On a encore une dernière question. Une question. S'il vous plaît, avez-vous des concurrents dans votre spécialité, soit en France ou à l'étranger? Alors, merci. La biologie industrielle, donc c'est un petit domaine. Il y a quelques dizaines d'acteurs, donc soit des sociétés comme nous. Il y en a 10 cotés en bourse seulement, 5 aux US, 5 en France. Il y a aussi des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Et puis il y a aussi des départements de grands groupes. Donc tout ça, ça fait l'environnement concurrentiel de la biologie industrielle, quelques dizaines d'acteurs. Alors, ce sont plus des confrères que des concurrents. Ils travaillent sur d'autres molécules, sur d'autres marchés. Sur les molécules qu'on vise, la première d'entre elles, donc l'isobutène, on n'a personne qui a un procédé de production directe d'isobutène. 2 acteurs aux États-Unis produisent des molécules qu'on pourrait secondairement, mais de façon coûteuse, convertir en isobutène. C'est la seule concurrence qu'on voit. On a, nous, verrouillé la propriété intellectuelle pour justement limiter l'entrée de nouveaux acteurs sur ce domaine. Donc ça, c'est sur notre premier procédé. Sur le deuxième, donc le butadiène, on a 3 acteurs. Donc on est un des 3 acteurs qui menons une course pour atteindre l'échelle commerciale. Merci beaucoup. C'est la fin de notre réunion. Vous pouvez aller sur le stand donc, de Global Bioénergie pour poser toutes vos questions. Merci Marc Delcourt, donc président de Global Bioénergie. Merci.